et bienvenue, je me présente, je m'appelle Odile Chabriac et je suis naturopathe, je suis psychothérapeute, je suis autrice également et je dirige une école de naturopathie qui s'appelle l'Institut de naturopathie humaniste. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un concept qui est important pour moi, qui est important dans la naturopathie bien sûr, mais qui est important dans l'ensemble des médecines naturelles et j'ai envie de dire même au-delà. Ce concept, ça s'appelle l'holisme, alors avec un H. Alors, pour mieux comprendre déjà à quoi va correspondre l'holisme en naturopathie et dans les médecines naturelles, je vais d'abord vous expliquer le concept dans son ensemble. Alors d'abord, le mot holisme, il vient d'un mot grec ancien, holos, qui veut dire le tout, la totalité. Donc il s'agit d'un mot en fait qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'un siècle, en 1926, et c'est un homme d'État africain, sud-africain, Jan Christian Smuts, qui l'a inventé dans un livre qui s'appelle Holisme et évolution. Donc selon lui, l'holisme c'est, je cite, la tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties. Donc, j'ai envie de dire déjà dans cette définition, il y a vraiment beaucoup de choses puisque l'idée de l'holisme, c'est qu'il y a un ensemble et que cet ensemble constitue un tout et que c'est vraiment la définition de base de l'holisme, le tout est supérieur à la somme des parties. Ce tout va se comporter de manière différente par rapport à ses parties, ou en tout cas, il va y avoir une valeur ajoutée, apportée par ce tout. Donc, il s'agit d'une pensée qui va globalement avoir tendance à expliquer les parties à partir du tout. Et cette pensée, elle s'oppose à une autre forme de pensée qui s'appelle l'individualisme. On parle aussi de réductionnisme qui fait l'inverse, qui tend à expliquer le tout à partir des parties. Donc, vraiment, c'est ça qui est important de retenir, et moi c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que dans la pensée holistique, le tout est supérieur à la somme des parties. On retrouve par exemple cette notion dans un proverbe comme « l'union fait la force » qui souligne que la force d'un groupe en cohésion est supérieure à la somme de la force de chaque individu qui est pris isolément. C'est donc une philosophie importante, globalisante, on dit aussi intégrative ou intégrationniste. En fait, elle peut nous faire penser à l'effet papillon qui dit qu'une action mineure dans un coin de la planète peut être à l'origine d'une conséquence inattendue à l'autre bout du monde. Lorsqu'on est de plus en plus conscient, on devient attentif aux petites choses qui peuvent avoir des conséquences énormes. Notre responsabilité prend leur place au cœur de nos vies parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, ça a finalement un impact sur l'ensemble et donc ça nous donne une attention, une vigilance continue, c'est pas la peine de rentrer dans la culpabilité. Donc, dans l'holisme, il y a quelque chose d'extrêmement important, intégratif, qui est cette notion d'inclusion. Pour revenir au commencement, il y a plusieurs définitions de l'holisme. En tout cas, nous, on va retenir celle qui le présente comme un système de pensée pour lesquels les caractéristiques d'un être ou d'un ensemble ne peuvent être connues que lorsqu'on les considère dans la totalité et non pas uniquement quand on va étudier chaque partie séparément, isolément. Donc l'holisme, il nous interroge en fait sur notre capacité à créer des liens entre des systèmes. Deux notions sont à la base de la pensée holistique. J'ai déjà répété plusieurs fois la première, le tout est plus que la somme des parties. Et les parties tirent leur possibilité de leur inclusion dans le tout. C'est-à-dire que c'est comme un hologramme. Rumi disait je ne suis pas une goutte d'eau dans l'océan, je suis tout l'océan dans une goutte d'eau. Et l'holisme, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que parce que j'appartiens à un tout, je vais aussi vibrer en fonction de ce tout et je vais être impacté, imprégné à partir de ce tout. Ça fait aussi penser à la pensée jungienne
qui considère que nous sommes l'inconscient collectif, mais l'inconscient collectif nous impacte aussi. Donc, il y a sans arrêt dans l'idée d'holisme cet aller et retour entre la partie et le tout. Donc, la question qui sous-tend tout ça, c'est le tout aurait-il des propriétés qui n'appartiennent pas à ces éléments? Donc, il y a deux réponses qui sont possibles. Si le tout n'a pas de propriétés qui n'appartiennent pas à ces éléments, ça veut dire qu'on peut représenter la réalité en tenant compte des objets individuels puisqu'il n'y a rien de plus dans le tout que dans les éléments. Donc ça, c'est pas la pensée holistique, bien sûr. Et si oui, c'est le point de vue de l'ensemble qui va primer. Ça veut dire, en fait, par l'expérimentation, on ne peut pas vérifier une théorie pièce à pièce. Donc, dans ce cas, dans la pensée holistique, c'est l'ensemble de la théorie qui doit être confronté à la réalité expérimentale. Alors, ce concept d'holisme, il a rencontré énormément de succès, avec plus ou moins d'imprécision de sens d'ailleurs, puisque dorénavant, il est utilisé en sociologie, en écologie, en économie, ainsi que parfois en médecine, où l'on tient plus ou moins compte de la multiplicité des interactions qui peuvent avoir un impact potentiel sur la santé d'un être humain. Donc, il s'oppose alors au réductionnisme qui va privilégier les hypothèses expérimentalement vérifiables, ce qui va aboutir à la marginalisation de certains travaux scientifiques qui auront un aspect non réductionniste. Donc, ça va questionner, voire critiquer, voire juger avec plus ou moins de recul négatif les recherches psychosomatiques, les questions des impacts environnementaux, les études scientifiques qui font des recherches sur les médecines traditionnelles, mais si elles se focus, si elles font juste un point de vue sur une partie de ces médecines traditionnelles en restant dans une conception très segmentée de l'être humain, ça va être difficile, voire impossible à comprendre. Et c'est d'autant plus paradoxal, cette manière un peu occidentale de percevoir les médecines holistiques, que l'OMS donne une définition de la santé véritablement holistique. Selon l'OMS, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et la santé, toujours selon l'OMS, ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc l'OMS prend en compte, en tout cas, elle ne s'arrête pas à des variables qualitatives de la santé, quantitatives de la santé, mais au contraire, elle nous invite à nous pencher sur des variables qualitatives et à prendre en compte une dimension psychique, donc effectivement subjective, voire culturelle, de chacun et de sa santé, et en suggérant ainsi qu'il peut exister un lien potentiel entre les sciences biologiques et les sciences humaines. Donc, néanmoins, l'objectif de ma réflexion, c'est d'être capable aussi de dépasser le clivage, c'est-à-dire de sortir de l'idée ça serait bien l'holisme et ça serait mal le réductionnisme, mais ça serait de se référer à une notion de systémique en réfléchissant tous ensemble à une méthode qui serait capable de faire des liens, de globaliser, d'avoir une perspective avec du recul, tout en reconnaissant également le singulier, l'individuel, le spécifique. Alors pourtant, quand on parle aujourd'hui de techniques holistiques, il est certain que ça parle le plus souvent des thérapies qu'on va mettre sur le côté, dites non conventionnelles, qui vont, elles, revendiquer la prise en compte de la globalité de l'être humain et qui vont chercher à intervenir sur les multiples plans de l'être. Donc, nous, en naturopathie, on y reviendra, on va essayer de prendre en compte le plan physique, énergétique, les plans donc physique, énergétique
émotionnel, mental, spirituel, socio-culturel et éco-planétaire. Donc nous, on va travailler sur 7 plans, on va y revenir. Mais quelles que soient les médecines traditionnelles, j'ai envie de dire, que ce soit l'Ayurveda, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, cette approche holistique, elle va chercher à considérer le patient comme un individu unique, qu'on va chercher à approcher dans toute sa globalité, et non comme un malade qui se réduirait à sa pathologie. Ça, c'est vraiment une notion importante et qui commence à devenir familière. La maladie, elle est ici appréhendée comme le résultat de certains désordres ou de certains déséquilibres qui peuvent avoir eu un impact sur l'un de ces plans. Et puis après, cet impact va être susceptible de se propager à d'autres plans. Et si le thérapeute propose alors un chemin de guérison, c'est le patient lui-même qui devra amener une évolution dans son mode de vie, ses croyances et ou ses habitudes. Donc, la base de la pensée holistique consiste à trouver là où les causes profondes des maux, donc d'avoir une approche multicausale, de la multiniveau de la causalité. Quand on est thérapeute, cette vision globale, holistique, consiste avant tout à ne pas se focaliser sur la pathologie elle-même, mais à être capable de porter un regard avec plus de distance, d'être capable de porter son attention sur l'individu chez qui cette problématique est apparue. C'est aussi refuser de négliger les dysfonctionnements mineurs qui peuvent entraîner à plus ou moins long terme des conséquences majeures pour la santé. Quand on est dans une perspective holistique, on va faire attention à tous les détails. Ça ne veut pas dire qu'on va se noyer dedans, mais ça veut dire néanmoins qu'on part du principe qu'une petite information, qu'une petite alerte peut avoir du sens, ou en tout cas peut à terme faire un peu boule de neige et avoir des conséquences sur la santé de la personne. Donc c'est pour ça que de nombreuses thérapies complémentaires peuvent aussi jouer un rôle préventif pour éviter à certaines maladies de faire leur apparition dans un champ d'action complémentaire, c'est le cas de le dire, à celui de la médecine dite traditionnelle. Donc vous avez bien compris que ces modes d'approche sont très proches des thérapies orientales où les différents changements qui peuvent toucher un individu sont souvent considérés comme des manifestations d'une relation dynamique entre des pôles opposés et complémentaires, le yin et le yang par exemple. Donc ici, en tout cas en Occident, je veux dire, le corps et la psyché sont comparables au côté pile et face d'une pièce de monnaie. Et en fait, finalement, ça serait la tranche qui symboliserait le lien, l'énergie qui les unit. Donc, c'est quand on a une perspective, quand on parle de psychosomatique, c'est notre manière de voir. Et en revanche, si la pièce était voilée, personne ne chercherait, si vous avez une pièce voilée, personne cherche à agir en agissant, en ayant de l'action, en cherchant à avoir un impact, juste d'un côté unique de la pièce. Bien sûr, on comprendrait qu'on est obligé d'agir en créant une pression, ou j'en sais rien, une force sur la pièce, mais des deux côtés. Et ben, c'est de la même manière qu'un thérapeute, il va chercher à prendre en compte un maximum de constituants de l'être, tout en essayant de comprendre les liens qui existent entre eux. L'histoire de la personne qui vient nous voir, par exemple, elle sera prise en considération dans sa globalité, bien sûr autant que possible dans un temps imparti à une consultation, mais parce qu'on part du principe que son histoire va conditionner plus ou moins sa manière d'être au monde, ici et maintenant. Sans oublier que on part bien sûr du principe que la personne se situe au sein d'une généalogie et qu'il occupe une place
particulière au sein de celle-ci. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup dans la perspective holistique et que je trouve qui permet de mieux l'appréhender, c'est l'holisme en alimentation. Euh, En fait, quand on parle d'holisme en alimentation, ça nous permet de considérer, de percevoir l'aliment comme un tout et non comme une somme de nutriments qu'on est susceptible de dissocier les uns des autres. Or, moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment important parce qu'on a tendance de plus en plus à dire ah oui, il faut manger des poissons gras pour les oméga 3, du beurre pour la vitamine A, j'en sais rien, de l'huile de germe de blé pour la vitamine E, et finalement on perd le totum, hein, vraiment l'idée qu'il y a une approche globale, générale aussi de l'aliment. Et néanmoins, on peut déjà prendre en considération que cette approche réductionniste en alimentation, elle imprègne la recherche depuis facile 150 ans. Alors, et d'ailleurs, c'est une pensée qui a été vulgarisée, si je peux me le permettre ce mot, par René Descartes, dans le discours de la méthode, dans une approche très concentrée et devenue très occidentale. Donc, dans les sciences, l'application du réductionnisme cherche, depuis Descartes, avant lui, mais en tout cas il l'a formalisé, à expliquer des systèmes entiers à partir uniquement de leurs parties isolées. Aujourd'hui, en Occident, la majorité des chercheurs pensent qu'une vraie recherche est nécessairement réductionniste, hyper spécialisée, et qu'on doit tout décortiquer dans une certaine forme de verticalité. Mais en même temps, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas des chercheurs transversaux, holistiques, comme il pourrait exister des chercheurs verticaux réductionnistes? C'est de la même manière qu'il faut les deux pour constituer le maillage d'un tissu, on peut penser qu'il faut les deux pour constituer une pensée ouverte et complète. Finalement, les deux aujourd'hui semblent nécessaires, voire indissociables. En tout cas, il y a un chercheur de l'INSERM qui a beaucoup travaillé sur cette notion de réductionnisme en alimentation, c'est le docteur Anthony Fardet. Il est spécialisé en médecine préventive et il travaille beaucoup sur les produits ultra transformés et sur leur impact sur notre santé. Et comme il l'explique, ces produits ultra transformés, ils sont le fruit d'une approche réductionniste qui considère que puisqu'un aliment n'est qu'une somme de composés, alors on peut le fractionner en une multitude de ces composés, puis on peut les recombiner comme ça nous arrange et surtout comme ça arrange l'industrie. Or, on s'est rendu compte qu'il n'en est rien et que les calories, les nutriments, ils ne sont pas interchangeables d'un aliment à un autre, justement à cause de cette notion d'holisme. Une calorie d'un aliment A n'est absolument pas égale à une calorie d'un aliment B. Par exemple, c'est en alimentation, un kilo de plumes n'est pas du tout égal à 1 kilo de plomb. Et si vous consommez une carotte entière, ou si vous consommez un mélange recomposé à partir des nutriments de la carotte, ces deux choses-là n'ont rien à voir, en tout cas pour notre physiologie à nous d'humains. De la même manière, si on mange le fructose issu d'un sirop de fructose qui a été obtenu par hydrolyse d'amidon de maïs dans un produit ultra transformé, ça n'aura pas du tout le même effet sur votre santé, sur la mienne, que le fructose naturel des fruits quand vous mangez le fruit en entier. Justement, parce que le fructose des fruits, il possède une matrice, c'est-à-dire qu'il est inclus dans tout un ensemble qui va faire qu'il ne va pas être géré du tout de la même manière par notre corps, parce que dans cet ensemble, il y a un environnement de fibres, de minéraux, de vitamines. Et donc, ce fructose-là, il sera libéré bien plus lentement dans notre organisme parce qu'il aura été piégé dans cette matrice fibreuse. Et donc, au cours de la digestion, ces sucres-là seront libérés progressivement. Dit autrement,
Deux aliments de même composition mais avec des matrices différentes n'auront pas le même effet sur la santé. Par exemple, consommer une amande entière ou une amande en poudre, ça n'a pas le même effet sur notre métabolisme. Alors que les deux produits, ils ont exactement la même composition. Alors, depuis les années 2000, ces sujets-là, en particulier dans le domaine de l'alimentation, ils suscitent de plus en plus d'intérêt. Néanmoins, la première étude, et je trouve ça toujours important de rendre à César ce qui est à César, la première étude qui a mis en avant ces perspectives-là, c'est celle de Gregory Haber, qui est docteur en médecine à Bristol, et il a fait une étude en 1997 avec ses collaborateurs. Cette équipe, qu'est-ce qu'elle a démontré? En fait, elle a montré qu'une pomme entière est moins hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'elle élève moins rapidement le niveau de glucose dans le sang, et moins hyperinsulinémiante, ça veut dire qu'elle augmente moins rapidement le niveau d'insuline dans le sang qu'une compote. Et qu'une compote est moins hyperglycémiante et hyperinsulinémiante qu'un jus de pomme. Donc justement, parce que le degré de déstructuration de la matrice pomme va en augmentant progressivement quand on passe de la pomme entière à la compote, puis de la compote au jus. Donc après, il y a eu moult autres études qui ont été menées sur cet effet matrice et les résultats, pour le coup, vont tous dans le même sens. Alors, l'holisme en naturopathie. Et j'ai envie de dire en naturopathie, mais d'une manière générale, dans les thérapies holistiques. Moi, je maîtrise mieux la naturopathie, mais j'imagine que pour les autres pratiques holistiques médicales, thérapeutiques, la perspective est la même, ou en tout cas qu'elle est assez proche. Donc, la pensée en holistique, en naturopathie, elle aboutit au fait que le naturopathe va chercher à considérer l'être sur ses différents plans, puisque l'on conçoit la santé comme un état d'harmonie dynamique entre ces différents plans. Donc, le thérapeute va explorer ces différents aspects, en particulier lors du bilan naturopathique, pour proposer un accompagnement qui soit le plus individualisé possible, afin de rétablir équilibre et mouvement à l'intérieur de la personne à tous les niveaux. Donc, le bilan vital qui est proposé par le naturopathe, il cherche ainsi à refléter plan à plan l'état global de la personne. Comme le disait Pierre-Valentin Marchesso, qui est le père de la naturopathie en France, je n'exclus rien, j'intègre tout. Alors, il existe de nombreuses bases théoriques concernant cette lecture multiplan de l'être humain, et il n'y en a aucune qui a raison contre l'autre. En naturopathie, la naturopathie holistique, elle a été théorisée par Daniel Kieffer, et lui, il propose 7 plans de l'être, mais tout en reconnaissant tout à fait qu'il s'agit d'un choix subjectif. On retrouve ça aussi dans la pensée jungienne, etc. Donc on va dire que c'est une base sur laquelle de nombreuses personnes s'accordent, mais retenez néanmoins qu'il s'agit d'une base purement subjective. Donc les 7 différents plans, quels sont-ils? Il y a le plan physique, le plan énergétique, le plan émotionnel, on va les détailler, hein. Le plan mental, le plan spirituel, le plan socioculturel et le plan éco-planétaire. Ce que ça veut dire aussi, et vous entendez sur les 2 derniers plans, le plan socioculturel et le plan éco-planétaire, c'est qu'il y a des plans qui nous constituent, mais qui nous dépassent. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à notre petite personne, ces plans de l'être, et c'est ça aussi qui est passionnant, en tout cas je trouve. Tous ces plans, ils sont en interrelation constante, et ce que ça veut dire, c'est qu'il est nécessaire de prendre soin de soi sur chacun de ces plans, afin de s'offrir un axe de gravité qui apporte lâcher prise et harmonie, santé, qui nous permettent de nous proposer à nous-mêmes des actes justes et le plus alignés possible. Donc, c'est pour ça qu'il est important de s'interroger ou d'interroger durant l'anamnèse sur l'équilibre de chacun de ces plans.
La santé holistique, on peut donc la voir comme un état de circulation de la vie sur tous les plans de l'être, sachant que la vie est mouvement et, à contrario, la maladie, elle va être perçue comme une rupture, un arrêt, un barrage à un niveau, en tout cas sur un des plans. Sachant que s'il y a un impact sur un des plans, ça peut avoir, comme j'ai déjà dit, des répercussions sur plusieurs autres niveaux, de la même manière qu'une onde va se propager dans l'eau ou dans l'air, et bien il se passe la même chose chez l'être humain. D'où l'importance en naturopathie du causalisme, en tout cas tel que nous on le perçoit, c'est-à-dire face à une problématique, une symptomatologie, en naturopathie, on va faire une recherche des causes profondes de cette maladie. On dit qu'on va chercher la cause de la cause, voire la cause de la cause de la cause. C'est-à-dire on va remonter une chaîne de causalité pour chercher qu'est-ce qui est à la source du problème. Les ostéopathes donnent un exemple que j'aime citer. Ils disent, si vous marchez sur la queue d'un chat, ce chat va crier. Si on se contente de couper les cordes vocales du chat, effectivement, il criera plus, mais on n'aura rien réglé. Donc, l'objectif, c'est de comprendre que il faut chercher à enlever le pied de la queue du chat. C'est la même chose chez nous. Si on a mal à la tête, il suffit pas d'éteindre la douleur. On va chercher pourquoi on a mal à la tête, et il peut y avoir des causes multiples. On fait en tant que thérapeute, on fait souvent, le plus souvent possible, un travail de détective. Ce causalisme, il s'oppose à ce qu'on appelle le symptomatisme, en tout cas ce que j'appelle le symptomatisme, c'est-à-dire aujourd'hui on vit dans un monde où le symptôme est prioritaire et où en allopathie on va systématiquement conseiller des médicaments anti quelque chose, mais cette manière de voir, on peut la retrouver aussi dans certaines médecines alternatives. Si j'ai mal à la tête et que je me contente de mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée sur mes tempes, c'est à nouveau du symptomatisme, c'est-à-dire je n'ai rien réglé en amont. Donc, nous, on va le plus possible, hein. Ça veut pas dire qu'il faut pas lutter contre les symptômes. Des fois, c'est un problème, les symptômes aussi, d'avoir mal. Il n'y a rien qui justifie que ça persiste. Mais l'objectif, pour nous, ça va être quand même de chercher la cause supérieure. Donc, on a besoin pour ça de connaître les différents systèmes qui sont engagés. Les systèmes physiologiques, psychologiques, spirituels, énergétiques, environnementaux. Donc voilà, on peut avoir l'illusion qu'un problème est physique alors qu'il vient d'une problématique qui est beaucoup plus énergétique. Alors, je vais vous donner, pour terminer, quelques exemples de barrages qu'il peut y avoir sur différents plans de l'être. Au niveau physique, tous les barrages ostéo-articulaires, c'est-à-dire les douleurs, les fractures, les lumbagos, les surcharges aussi au niveau sanguin, comme des plaques de cholestérol qui vont se fixer, qui vont s'agglomérer au niveau d'une artère et qui vont limiter la fluidité, limiter le mouvement, et donc ça va avoir un impact progressivement à plusieurs niveaux de la personne. Au niveau énergétique, ça peut être des cicatrices, des montres à quartz, les amalgames dentaires, les tissus synthétiques, tout ça, ça va entraver la libre circulation énergétique de nos corps, hein. Mais bien sûr aussi les écrans, les antennes relais. Au niveau psychologique, grand barrage, c'est le stress, C'est vraiment, il détient la palme d'or. Mais après, il y a aussi la peur, la colère, lorsqu'on retourne la colère contre nous-mêmes, les frustrations, les conflits, les chocs, les traumatismes. Tout ça, ça va nous impacter et ça peut générer à terme, bien sûr, un impact à un autre niveau, d'abord énergétique, puis physique. Au niveau mental, donc il y a les idées obsessionnelles, les croyances rigides, les ruminations. Au niveau spirituel, l'orgueil, l'égocentrisme, l'intégrisme, l'hypermatérialisme, tout ça, ça va bloquer la circulation entre les êtres dans le monde. Au plan socio-culturel, il y a le racisme, l'intolérance, les préjugés, la xénophobie,
mais les conflits aussi à quelques niveaux, que ce soit familiaux, territoriaux, le stress généré par les médias, donc c'est-à-dire le stress des autres qu'on va intégrer comme notre propre stress. Alors, sur un plan éco-planétaire, il y a aussi des barrages, la pollution, tout ce qui va impacter l'environnement va finir à terme par nous toucher. Et en revanche, donc, on peut aussi regarder, percevoir comment va s'inscrire notre santé sur ces mêmes différents plans. Donc sur le plan physique, il n'y a ni surcharge ni métabolique, ni carence. En fait, le principe même de la santé sur le plan physique, c'est un mouvement qui s'effectue avec fluidité, avec le plus de facilité en nous. Et je parle de tous les mouvements, hein, bien sûr. Sur le plan psychique et mental, l'idée c'est que l'affect et l'intellect aient ensemble une certaine dynamique commune qui les amène ensemble dans une même direction. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, hein, c'est un idéal, je dis pas qu'on l'atteint tous les jours, mais l'objectif c'est que la tête et le cœur avancent ensemble. Sur un plan spirituel, c'est un petit peu la même chose, mais sur un plan supérieur. C'est-à-dire ici, on va chercher à ce que, l'objectif de fluidité, de santé, d'harmonie, il sera atteint quand l'amour avec un grand A et la sagesse avec un grand S seront susceptibles d'avancer ensemble, ce qui va pouvoir donner encore plus de vérité et encore plus de puissance à notre mouvement de vie. Enfin, sur un plan socio-culturel, ça parle d'une vie en harmonie. Alors bien sûr d'une vie en harmonie avec nous-mêmes, mais une vie qui se danse aussi en harmonie avec les autres, avec les gens qu'on aime, avec notre famille, avec nos amis, mais aussi sur un plan social, avec le collectif auquel on appartient, ça peut être au sein d'une ville, d'une nation, et puis bien au-delà, au niveau de la Terre, de la planète Terre, et de ce petit vaisseau qui circule dans l'espace. Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'on parvienne à vivre en coopération et en harmonie tous ensemble. Et au final, donc sur ce plan éco-planétaire, notre santé s'inscrit dans notre capacité à explorer, à respecter, à aimer ce milieu de vie et à en prendre soin. Donc vous voyez où nous amène la pensée holistique. Elle dépasse largement notre ego, et même s'il n'y a rien de mal à l'ego, il n'a rien fait de mal, mais l'objectif c'est d'arriver à ouvrir le champ, à avoir une nouvelle perspective dans le cœur et dans l'ajustement. Il y a vraiment l'idée dans la pensée holistique d'un changement permanent de perspective. C'est pour ça que j'aime bien le mot danse, parce que c'est comme une danse qui fait que parfois on s'approche et on va regarder les choses de manière, peut-être plus réductionniste, parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a des choses comme ça, et puis après on va être capable de s'en éloigner et de s'interroger sur pourquoi ça m'arrive en ce moment dans ma vie, comment je peux faire que ce soit plus harmonieux avec les autres, dans le milieu dans lequel je me trouve, et comment je peux faire pour que tout ça se danse avec le plus de légèreté et de fluidité possible au sein de nos existences. Voilà où nous amène l'holisme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.